Bienvenue à la formation Signaler, c'est déjà protégé. Je vais aborder avec vous la loi de la protection de la jeunesse et son concept de protection, comment le meilleur intérêt de l'enfant est au centre de nos interventions. Vous allez retrouver le résumé des informations dans votre brochure Signaler, c'est déjà protégé. Commençons donc avec quelques statistiques. Grosso modo, pour la province, c'est 100 000 enfants qui sont suivis annuellement par le DPJ, ce qui représente à peu près 5 de la population jeunesse. C'est dire à quel point le DPJ intervient auprès de la clientèle les plus vulnérables. La loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi d'exception. Ça ne devrait pas être un état, ça devrait être une parenthèse dans la vie de l'enfant et sa famille. Ça devrait donc avoir un début puis une fin. Le DPJ doit toujours se poser la question, est-ce que l'enfant évolue dans les conditions minimum de vie? Est-ce qu'il reçoit une réponse adéquate à ses besoins fondamentaux? Donc, dès cette étape-là, on peut avoir un conflit entre nos valeurs, nos missions, puis les paramètres de la loi de la protection de la jeunesse. Parce que c'est clair que ce qui est condition minimum pour vous, pour moi, pour le DPJ et ses éléments du concept de protection, c'est assurément pas au même niveau. Le DPJ n'est pas là non plus pour assurer le plein épanouissement de l'enfant. Il n'est pas là non plus pour régler tous les problèmes de la famille. Là qu'entre en jeu la notion de conditions minimum de vie. La responsabilité d'assurer la sécurité et le développement d'un enfant incombe en premier lieu à ses parents. Dès l'article 2.2 de la Loi de la protection de la jeunesse est inscrit, donc, le premier projet de vie de l'enfant, c'est le maintien dans son milieu familial. Le DPJ a donc l'obligation de tout mettre en œuvre pour maintenir l'enfant et ainsi éviter le placement. L'intervention du DPJ doit toujours être complémentaire à celle des parents et doit toujours viser le maintien de l'enfant dans son milieu parental. Parfois, le DPJ va faire avec le parent, l'accompagner, puis des fois faire à sa place, mais toujours pour éviter le placement. Si le DPJ arrive quand même à la solution du placement, il doit regarder dans son environnement le plus près de son milieu qui va être en mesure d'assurer le soin et l'entretien de la façon la plus stable pour cet enfant-là. Donc, ça ne peut pas être papa, ça peut être maman, ça peut être une tante, un grand-parent, un voisin, un ami, professeur, entraîneur, mais toujours regarder un petit peu en cercle concentrique jusqu'au dernier recours qui serait ultimement peut-être un milieu substitut. Dans les situations de placement, tout au long du processus, l'enfant et sa famille doivent être consultés, évidemment, à hauteur de leur capacité. Si on arrivait à une situation de placement, que l'enfant est confié soit en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, l'enfant doit être préparé et accompagné vers son nouveau milieu. L'enfant a le droit à des communications confidentielles avec ses parents, sa fratrie, son avocat, son intervenant social et autres personnes. Si on voulait limiter certains contacts, on doit faire la demande au directeur du programme jeunesse ou s'adresser au tribunal de la jeunesse. Regardons ensemble le processus d'intervention en protection de la jeunesse. Comme première étape, il y a le RTS, la réception-traitement du signalement. Si on fait un peu une analogie avec la police, c'est un signalement reçu qui nous donne un mandat d'intervention. Donc, dès la réception d'un signalement, le mandat d'enquête du DPJ débute. Dès cette étape, plusieurs interventions peuvent être réalisées afin de déterminer si le DPJ est justifié d'intervenir auprès de l'enfant et sa famille. Donc, vous, comme collègue, comme partenaire qui gravitez autour de cette famille-là, vous êtes en mesure de nous informer sur le fonctionnement de l'enfant dans l'ensemble des sphères de sa vie. Donc, si un intervenant du RTS vous interpelle ou vous laisse un message, le DPJ compte sur votre prompte collaboration pour nous faire un retour d'appel rapide. C'est donc ensemble que nous allons réussir à mieux protéger nos enfants. Toujours à l'étape réception-traitement des signalements, on pourrait effectuer une ou deux rencontres avec l'enfant et sa famille afin de mieux évaluer si c'est un besoin d'aide ou un besoin de protection. Suite à ça, on pourrait fermer le signalement, faire un non retenu, mais référer la famille vers les ressources du milieu. C'est pour ça qu'on dit que signaler, c'est déjà protégé. Un signalement non retenu, ça ne veut pas dire que le DPJ n'a rien fait. Si la situation est retenue pour évaluation, le signalement va être acheminé aux équipes d'évaluation-orientation. Si on conserve notre analogie avec la police, c'est l'enquête. Donc, le DPJ doit déterminer si les faits sont fondés ou d'autres faits au sens de la loi de la protection de la jeunesse.
puisqu'un signalement retenu, c'est un mandat pour évaluer l'ensemble de la situation d'un enfant. Donc, même si le DPJ intervient auprès d'un enfant pour du trouble de comportement, quand il rentre dans la maison puis qu'il constate de l'insalubrité, il ne peut pas en faire abstraction puis pas s'en occuper. Ultimement, dans son rapport d'évaluation, il pourrait rajouter des alinéas. Quand on dit aussi « fait fonder eu égard à la loi », l'exemple de ça, c'est un petit garçon qui présenterait un œil au beurre noir. Bien, on doit se poser la question, est-ce que c'était causé par une chute à vélo ou par un abus physique? Donc, fondé au sens de la loi, c'est ça, le bleu existe, mais est-ce qu'il a été causé par un abus physique? La deuxième question auquel le DPJ doit répondre, c'est s'il est venu à la conclusion que les faits étaient fondés, est-ce que ça compromet sa sécurité ou son développement? Si la réponse est oui, il enclenche l'étape orientation. L'étape orientation, c'est simple, c'est le choix du régime. Est-ce que le suivi en application des mesures va se faire sous mesure volontaire ou judiciaire? Une fois en application des mesures, le suivi va être fait par le service de la direction des programmes jeunesse, en vertu de l'article 33. Ce sont donc eux les experts du plan d'intervention. Tout au long du suivi, aux 6 mois ou aux années, le DPJ doit réviser la situation des enfants. Le DPJ doit se poser la question s'il est toujours justifié d'intervenir auprès de l'enfant et sa famille. Il doit regarder, si oui, si le plan de protection et les mesures en place sont toujours ajustés et dans le meilleur intérêt de l'enfant. Aussi, dans le cadre d'un placement en vertu de la L4S, un processus de révision est également prévu en lien avec l'article 57.1 de la loi. Donc, si un placement poursuivait au-delà d'une année, le DPJ doit analyser si l'enfant ne se retrouve pas en besoin de protection avec des éléments de compromission. À tout moment, lorsque la loi de la protection de la jeunesse ou les 4S le permettent un échange d'informations, on doit s'assurer que ce qui est divulgué est nécessaire et pertinent. Vous retrouvez dans la brochure « Communiquer pour mieux protéger nos enfants » toutes les règles reliées à la divulgation d'informations. C'est l'étape d'intervention en vertu de la LPJ qui détermine ce à quoi l'intervenant a le droit concernant l'enfant, son parent ou un tiers mis en cause. Le concept de protection est basé sur 2 éléments que le DPJ doit regarder, soit la notion de sécurité et développement. La sécurité d'un enfant est considérée comme compromise lorsque la situation présente un danger réel ou imminent pour son intégrité physique. Ces situations ont souvent un aspect de gravité et d'urgence qui constituent pour nous des interventions d'urgence et donc une intervention immédiate. Au niveau du RTS, lorsque nous retenons un signalement pour évaluation, nous devons coter la priorité d'intervention. Donc, code 1, c'est une intervention immédiate. Code 2, c'est d'ici 24 heures. Et un code 3, c'est idéalement 3-4 jours. Le signalement est donc orienté dans les équipes d'évaluation-orientation et c'est les chefs de service qui ont la tâche de prioriser et assigner ces dossiers-là. Le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se trouve dans une situation qui limite gravement l'actualisation de ses capacités. Cela revêt donc un caractère progressif et évolutif. En termes de conditions minimales de vie, on considère que le développement d'un enfant pourrait être compromis lorsqu'il y a arrêt, retard important ou régression. Donc, on est loin du plein potentiel. Les 4 facteurs d'analyse qui guident l'intervention du DPJ tout au long du processus sont les faits signalés, l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant, les capacités parentales et les ressources du milieu. À chaque étape d'intervention, ce sont les 4 éléments que le DPJ va analyser. Donc, les faits. Est-ce que les éléments signalés se rapportent à l'article 38? Vous les avez dans votre dépliant, mais on va les aborder un petit peu plus tard. Par contre, on doit regarder si les faits en termes d'intensité, chronicité, gravité, fréquence. On doit aussi s'assurer d'avoir des faits neutres et observables. En ce qui a trait aux caractéristiques personnelles de l'enfant et à son degré de vulnérabilité, on doit regarder qu'est-ce qui fait que pour cet enfant-là, les éléments rapportés ont plus ou moins d'impact, puis en quoi celui-là est plus vulnérable qu'un autre enfant qui pourrait avoir le même âge. Les capacités parentales, on le dit plus tôt, le premier responsable d'assurer la sécurité et le développement de son enfant, c'est le parent. Donc, qu'est-ce qu'il connaît de la situation? Qu'est-ce qu'il reconnaît? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour tenter d'y remédier? Puis qu'est-ce qu'il est encore prêt à faire? Et à ce moment-là, on pourrait l'accompagner vers les services d'aide.
Les ressources du milieu, bien donc vous faites partie, hein, vous constituez un filet souvent de protection pour l'enfant et sa famille. Donc, on doit regarder ensemble les facteurs de risque et les facteurs de protection qui gravitent autour de l'enfant et sa famille. On dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est un peu ce principe-là que le législateur a voulu réitérer dans ce quatrième élément-là. Donc, la protection des enfants, ce n'est pas juste l'affaire du DPJ, c'est l'affaire de tout le monde. Si on prend par exemple une question qui nous est souvent posée, à quel âge on peut laisser un enfant seul? Et qu'on applique le concept de protection. Alors, je pose la question, à quel âge on peut laisser un enfant seul? Il n'y a pas de balise légale décrite nulle part, ni au niveau de la loi de la protection de la jeunesse, ni au niveau du code criminel. Mais si on applique ensemble les 4 éléments du concept de protection, puis on regarde les faits. Laisser un enfant seul, oui, mais combien de temps? L'intensité, chronicité, gravité. Donc, est-ce que c'est pour 1 heure au retour de l'école? Est-ce que c'est pour la soirée, la fin de semaine ou la semaine à Cuba? C'est bien différent. Est-ce que l'enfant doit se faire à manger? Est-ce qu'il doit dormir seul ou même prendre soin d'enfants plus jeunes que lui? Y a-t-il 2, 5, 8 ou 15 ans? A-t-il des diagnostics qui font que c'est plus ou moins vulnérable qu'un autre enfant ou que c'est plus ou moins mature que son âge chronologique? A-t-il peur? C'est quoi les impacts pour lui? Capacité parentale. Est-ce que le parent a fait le tour avec lui de toutes les possibilités, les scénarios? Es-tu joignable sur celle? Es-tu à proximité? Il s'en va-tu loin? Niveau des capacités du milieu. Si grand-maman habite en haut, la voisine de côté qui connaît depuis toujours, est toujours là, toujours disponible pour lui, bien, ça fait partie des éléments qu'on regarde. Et quand on a répondu à toutes ces questions-là, c'est comme ça qu'on peut arriver à quel âge on peut laisser un enfant seul. Mais de façon générale, c'est rarement avant 10 ans. Vrai ou faux? Le personnel doit avoir l'autorisation de la direction avant de signaler. Non seulement c'est faux, mais le personnel a l'obligation de signaler sans délai. L'obligation de signaler en vertu de l'article 39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants, on parle donc ici autant des professeurs, médecins qu'éducateurs en milieu de garde, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou pourrait être considéré comme compromis, est tenu de signaler sans délai la situation au DPJ. Pour tous les motifs prévus à la Loi de la protection de la jeunesse, tous les professionnels sont tenus de signaler sans délai. Le sans délai revêt toute son importance pour vous comme partenaire pour pas que vous soyez pris à gérer seul une situation. Par exemple, si un membre du personnel scolaire constate un ecchymose sur un enfant le matin, mais qui signale à 14h30 quand l'enfant s'apprête à retourner chez lui, bien, ça se peut qu'il soit pris pour gérer l'enfant en attendant l'intervention du DPJ sur les lieux. Aussi, il est à noter que s'il venait à la connaissance du DPJ qu'un professionnel n'avait pas signalé la situation d'un enfant et que celle-ci était compromise, ce dernier s'exposerait à des poursuites sommaires. Vrai ou faux? Si je signale, j'ai l'obligation d'informer les parents et l'enfant. C'est également faux, même très souvent contre-indiqué de le faire. On ne voudrait pas que les parents puissent arrimer leur version avant l'intervention du DPJ, ni mettre de la pression à l'enfant pour savoir ce qu'il doit répondre au DPJ. Il y a une belle technique d'intervention pour ça qui s'appelle la surprise. Pour faire un signalement ou pour toute consultation, le service est ouvert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Dans le doute, on ne s'abstient pas, on appelle puis on demande une consultation. Nous avons une personne dédiée à cette fonction-là pour vous. Faire un signalement, c'est faire une image avec des mots. Donc, si je vous demande, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Certains me disent qu'ils voient un parent qui supporte son enfant, un enfant qui danse avec son parent. Moi, je vois des pieds d'adultes propres, manicurés, avec des pieds d'enfant aussi propres sur un tapis blanc propre. Moi, c'est tout ce que je vois.
Je ne peux pas présumer qu'un fait existe si je ne le vois pas. On doit être concret. On doit éviter les très, beaucoup, passionnément, parce que ce qui est, exemple, insalubre pour vous, pour moi ou pour le DPJ, c'est bien différent. Fait qu'on doit être dans le concret et dans le mesurable. Lorsque vous faites un signalement à la protection de la jeunesse, vous devenez par le fait même notre déclarant. Ce statut vous confère des droits, dont celui d'être informé de la décision du DPJ tant qu'à retenir ou pas le signalement. Aussi, soyez assurés que la confidentialité de la personne qui nous a contactés est gardée strictement confidentielle. Pour nous, c'est une faute professionnelle grave que de dévoiler la personne qui nous a contactés. C'est sûr que les parents ils font paquet d'hypothèses, puis ils vont même des fois aller jusqu'à bluffer en disant « Ils nous l'ont dit que c'était vous autres ». C'est faux. Tellement que c'est une information même qui est détruite après l'étape évaluation-orientation afin d'éviter toute fuite possible. C'est quand même impressionnant de voir qu'à chaque fois que le DPJ arrive dans une famille, la première question d'un parent, c'est pas « Pourquoi vous êtes là? » c'est « à cause de qui? Qui a appelé? » Une information colligée dans un signalement non retenu peut être utilisée pendant 2 ans. C'est pourquoi on dit « signaler, c'est déjà protégé ». C'est-à-dire qu'un signalement qui a été non retenu, exemple par un voisin, pourrait être utilisé 6 mois plus tard pour être ajouté à des nouvelles inquiétudes rapportées par une infirmière ou un policier. Mais si c'est le cas, nous ne sommes pas autorisés à vous divulguer la situation, donc c'est pour ça que des fois, ça peut porter à confusion sur nos motifs de rétention ou d'intervention. L'information recueillie dans le cadre de l'intervention du DPJ, que ce soit à l'évaluation ou à l'application des mesures, est conservée 5 ans ou l'atteinte de la majorité du jeune. Ce sont les changements qui nous allument des lumières. Les enfants agissent ce qu'ils vivent beaucoup plus qu'ils les nomment. Donc, vous connaissez vos jeunes clients. C'est des changements d'attitude, de comportement qui nous amènent à nous poser des questions à savoir si je dois signaler ou pas. Comme personne de confiance qui gravitez autour des enfants et de la famille, vous êtes à haut risque de recevoir des confidences, donc des verbalisations directes. Aussi, vous pouvez constater des fois des scènes qui ne sont pas toujours adéquates, des comportements, des attitudes. Vous n'avez pas à faire l'enquête avant de signaler. Les 6 motifs de compromission de la Loi de la protection de la jeunesse se retrouvent à l'article 38 que vous avez dans votre dépliant vert. Ce sont l'abandon, la négligence, le mauvais traitement psychologique, l'abus physique et sexuel et le trouble grave du comportement. Si on parle de l'abandon, c'est une minorité de nos signalements, mais c'est quand ni papa, ni maman, ni personne d'autre sont en mesure d'assumer le soin et l'entretien d'un enfant. La négligence, par contre, elle revêt 3 formes sur le plan physique, santé et éducatif, et ce qui regroupe la majorité des signalements au Québec. Si on parle de la négligence physique, on parle de l'hygiène, le logement, la nourriture, les vêtements. Est-ce que les vêtements sont adéquats aux saisons, à sa grandeur? Est-ce que la nourriture est en quantité suffisante, pour exemple, lui permettre d'être concentré à l'école? Au niveau de la santé, est-ce que l'enfant reçoit tous les soins de santé requis par son État? Négligence éducative, on parle d'encadrement, de surveillance, de méthodes éducatives déraisonnables, mais qui ne portent pas atteinte à son intégrité physique. On parle aussi de l'obligation du parent de s'assurer de la scolarisation de son enfant. C'est pourquoi on ne parle pas de pauvreté, de santé mentale ou de consommation du parent. C'est l'enfant qui est négligé, c'est l'enfant qui est signalé et non son parent. Donc, c'est l'enfant qui est négligé ou à risque de l'être à cause de la réalité ou des comportements de son parent. Mauvais traitement psychologique. Ce sont des comportements inacceptables de la part du parent, qui nécessitent qu'ils soient graves et continus et qui causent un préjudice à l'enfant et qu'il y a des impacts sur les sphères de sa vie. On parle ici d'exposition à la violence conjugale et familiale, rejet, dénigrement ou conflit sévère de séparation. Abus sexuels, ce sont des gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique, donc l'exhibitionnisme et l'exposition à la pornographie sont des formes d'abus sexuels. Abus par une autre personne que les parents, donc même si les parents font tout pour protéger leur enfant, c'est un signalement obligatoire. Si c'est le cas, il est fort probable que le signalement ne soit pas retenu, mais vous devez le signaler afin de nous permettre de s'assurer que l'enfant a tous les services et que les paramètres de l'entente multisectorielle sont respectés. Il y a aussi la notion de risque sérieux en matière d'abus. Pour représenter un risque sérieux d'abus sexuel,
Une personne doit avoir été reconnue responsable ou coupable d'agression sexuelle, abus physique, sévices corporels ou recours à des méthodes éducatives déraisonnables qui portent atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, abus par une autre personne que les parents, le signalement est également obligatoire. Le droit de correction existe au Code civil du Québec. Par contre, il y a un arrêt de la Cour suprême qui est venu le baliser. Entre autres, la première chose que ça dit, c'est que le droit de correction est non délégable. Il appartient au père et à la mère. Ce qui veut dire que ce n'est pas le conjoint, pas le grand-parent, pas un professeur. Il doit aussi avoir lieu entre 2 et 12 ans, jamais à la tête, jamais avec un objet et qui ne laisse pas de marque. Les situations d'abus physiques et sexuels peuvent ouvrir à une enquête criminelle. C'est pourquoi on applique l'entente multisectorielle qui nous permet de mener conjointement l'enquête et ainsi minimiser les impacts sur la présumée victime. Troubles de comportement sérieux. Ce sont des troubles de comportement graves, sérieux et continus, donc plus que la crise d'adolescence normale, qui portent atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de l'enfant ou à celle d'autrui. Si les parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation ou si l'enfant de 14 ans et plus s'oppose aux services requis. Un jeune de moins de 14 ans ne peut pas refuser les services. C'est donc l'autorité parentale qui s'applique. Même si un enfant avait de grandes difficultés, par exemple au niveau du comportement, mais que les parents reconnaissent la situation, demandent des services, l'enfant ne se retrouvera pas en besoin de protection, mais en besoin d'aide. Et c'est donc les services de proximité qui vont lui être offerts. On le disait précédemment, le premier responsable d'assurer la sécurité et le développement de son enfant, c'est le parent. Comme on le disait plus tôt, vous êtes une personne de confiance pour les enfants. Vous êtes donc à haut risque qu'ils vous choisissent pour faire une confidence. Il va vous choisir parce qu'il a confiance que vous allez faire quelque chose pour lui, pour l'aider, et signaler en est une. Si la situation se produit, vous devez être très vigilant sur vos propres réactions, parce que celle-ci pourrait avoir une incidence majeure pour l'enfant pour 2 choses. La première, sa capacité à en reparler. Et ça pourrait aller même jusqu'à les séquelles qu'il va en garder éventuellement. Donc, si ça se produit, vous devez faire attention à vos propres réactions lors des confidences de l'enfant. Écoutez l'enfant ouvertement et ne pas juger ni l'enfant ni ses propos. On ne pose pas de questions fermées, celles qui se répondent par oui ou par non. Soyez rassurant pour lui dire qu'il a pris la bonne décision en vous parlant de ses difficultés. Lui faire comprendre que vous le croyez. Notez dès que possible les paroles exactes de l'enfant. Signaler immédiatement et séparer, si possible, les personnes en cause. En terminant, n'oubliez pas qu'un signalement, c'est pour un enfant, jamais contre un parent. Le but ultime, c'est pas que le signalement soit retenu, c'est que l'enfant soit protégé. Ça, c'est ensemble qu'on va y arriver, car signaler, c'est déjà protégé.